Alors, je suis à la fois ravie d'être là, flattée aussi qu'on me l'ait proposé, un peu stressée parce que, alors je suis professeure, j'enseigne tout ce qui a trait au bon usage des antibiotiques, donc la transition est excellente, merci. Et d'habitude, j'ai des étudiants qui m'écoutent pas trop, mais là, je pense que vous allez tous m'écouter, donc je vais essayer de faire attention. L'autre chose, je tiens aussi à rassurer Monsieur Epaulard, parce que moi aussi, je ne suis pas vétérinaire. Donc voilà, mais je l'assume, je suis pharmacien. Donc je vais vous donner mon point de vue de l'usage des antibiotiques, du point de vue du pharmacien, mais en santé animale. Alors peut-être que comme ça, je représente aussi un peu le concept One Health sur l'école, je ne sais pas, c'est à voir. Mais voilà. Alors le sujet, on m'a demandé de vous parler un peu de l'impact de l'antibiorésistance en santé animale et des enjeux environnementaux. J'ai l'habitude un petit peu de parler de ça, il me faudrait des heures en fait. Du coup, je me suis dit, comment je vais pouvoir présenter ce truc-là ? Est-ce que je leur jette à la figure à 19h et quelques graphiques imbuvables sur la résistance en leur expliquant tous les mécanismes ? Sinon, c'est pas trop bon. Ça va pas le faire. Après, je me suis dit, je vais peut-être leur présenter la réglementation en santé animale qui cadre un peu l'utilisation des antibiotiques. Je me suis dit, oulala, ça va être dur. Comment je vais faire ? Du coup, je vais vous raconter des histoires. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être bien. Donc, je vous ai préparé 2-3 petits scénarios. Et tout ce que vous allez écouter, entendre sur ces 2 petits scénarios sont issus de la vraie vie, avec des vrais animaux et des vraies questions. Donc rien n'est fictif, si ce n'est que je vais volontairement cacher les noms des personnes, évidemment. Donc c'est parti. Je vais commencer par vous raconter l'histoire d'un chien, un bouvier bernois. Alors c'est pas forcément celui-là, mais j'ai choisi une photo agréable. Il a 6 ans et on lui a diagnostiqué un ostéosarcome. Et donc, je vous passe un certain nombre d'examens médicaux. Moi, je suis pharmacien, je reçois des examens complémentaires et des fois, on me demande mon avis sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, en juin de cette année, on reçoit un résultat d'une analyse bactériologique d'un prélèvement d'un liquide articulaire. Et sur cet examen bactériologique, on a de la chance, ou pas, je ne sais pas, on isole une bactérie, on la connaît, ça c'est déjà pas mal, parce que quand on ne connaît pas la bactérie, on part déjà mal. Mais c'est un staphylocoque. Alors le staphylocoque du chien, c'est un staphylocoque qui n'est pas le aureus qu'on connaît chez l'homme, mais un Pseudo intermedius. Et généralement, quand on commence à voir apparaître ce staphylocoque dans un résultat d'analyse bactériologique, on est un petit peu inquiet. Parce que vous connaissez sûrement le staphylocoque aureus devenu multirésistant qu'on appelle le SARM et dont M. Epaulard a aussi parlé tout à l'heure, qui pose de vrais problèmes en santé humaine parce qu'on n'a pas trop de solutions. Mais en médecine vétérinaire, son copain, son homologue, c'est le Pseudo intermedius. Et quand on le voit arriver, on a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il a évolué vers de la résistance, notamment à toutes les bêta-lactamines, qui sont du coup les antibiotiques qu'on a beaucoup utilisés, à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Donc là, on commence un petit peu à réfléchir. C'est pas fini. Alors, je vais pas être hyper positive non plus. Je vais pas vous donner que des messages très positifs. Mais je vais essayer. Résultat de l'antibiogramme, le voici. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour s'apercevoir que quand un résultat comme ça vous affiche que tous les antibiotiques testés sont résistants, ça commence un peu à poser question. Alors certes, l'antibiogramme a une valeur prédictive de réussite, de succès thérapeutique discutable, puisque c'est un résultat qu'on obtient in vitro. Mais quand même, utiliser un antibiotique sur lequel on a mis en évidence une résistance in vitro, ça paraît risqué de l'utiliser chez l'animal. Donc, il n'y a rien qui marche, sauf la rifampicine. Bon, peut-être vous êtes en train de vous dire, ça passe, prenons la rifampicine. Avant d'aller jusqu'à la décision thérapeutique, je vais remonter un petit peu dans le temps pour vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. En tout cas, quels sont les événements qui ont fait qu'on a ce type de résultat. Donc remontons un petit peu dans le temps. Je vous ai fait une petite frise toute simple. J'ai repris le dossier. Et donc ce chien, pour lequel on a diagnostiqué en 2021 un ostéosarcome, a été opéré en janvier, pour la pose d'un implant pour lui permettre de compenser la perte osseuse liée à l'ostéosarcome. Donc une chirurgie lourde, compliquée,
très invasive, qui se passe bien. Pendant l'opération, une antibiothérapie est réalisée de façon, je dirais, normale. Parce que quand on fait ce type de chirurgie, c'est pas choquant d'utiliser forcément un antibiotique. Et donc on utilise l'amoxicilline acide clavulanique, une bêta-lactamine des plus courantes et des plus communes. Tout va bien, l'opération se passe bien, la cicatrisation se passe bien, un petit peu de boiterie, mais tout va bien. Bon. Avril, le chien revient, il boite, et il y a un abcès, tiens, étrange, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, un processus de rejet, un déplacement de l'implant, etc. Moi, je ne suis pas chirurgienne, donc on fait un petit prélèvement, on réouvre, on fait un petit prélèvement, et donc on trouve ce fameux Staphylococcus pseudo-intermedius, celui dont je parlais tout à l'heure. Mais là, pas très méchant en fait, sensible à l'amoxicilline. Bon, pas très bien. On referme, on fait tout propre et on traite avec l'amoxicilline acide clavulanique indiqué dans ce type de pathologie, pas de souci. Le temps passe, juin arrive, la date fatidique arrive, et là, il y a encore une complication. Alors, ce chien, comme il a un ostéosarcome, il subit aussi un certain nombre de chimiothérapies pour traiter cette pathologie. Donc il revient régulièrement, on le voit assez souvent, mais en juin, il y a un problème, il n'est pas bien, il boite, il est fatigué. Ils envisagent du coup de rincer un petit peu l'implant en posant des billes imprégnées d'antibiotiques, dont la gentamicine, et puis ils refont un prélèvement. Et là, manque de chance, c'est le résultat que je vous ai montré tout à l'heure. C'est toujours le même staphylocoque, mais il est devenu résistant. Donc ça vous illustre le fait que c'est pas fictif l'antibiorésistance, et ça n'est pas non plus en santé animale. C'est possible, et c'est possible dans un temps qui est quand même assez court, avec une exposition à l'antibiotique là, qui n'a pas été non plus énorme, si on réfléchit bien. En tout cas, c'est les seuls éléments que je peux vous présenter. Donc là, on a une situation un peu compliquée. On m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait ? Reprenons l'antibiogramme, il va bien falloir faire quelque chose. On ampute ? On euthanasie ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour finir l'histoire, l'animal est décédé malheureusement, mais des complications de son ostéosarcome. Donc on n'a pas pu se poser la question très très longtemps. Mais je vais essayer de vous expliquer ce qu'on aurait pu faire ou ne pas faire. Donc je reprends l'antibiogramme, et là, donc je me dis, la rifampicine, qu'est-ce qu'on en pense ? Si j'avais les étudiants là, je leur poserais la question. Je verrai s'ils ont suivi les cours, mais je ne peux pas le faire là. Alors la rifampicine, c'est un antituberculeux qui est utilisé en médecine humaine, et ça tombe extrêmement bien que M. Epaulard en ait parlé juste avant, et même M. Mérieux, en disant que la tuberculose, elle n'a pas disparu. Elle est même plutôt bien présente. La rifampicine, on ne peut pas l'utiliser en santé animale. C'est interdit. Parce que le vétérinaire, dans son exercice, est soumis à une réglementation stricte quant à l'usage des antibiotiques. Il y a beaucoup de réglementations qui sont sorties depuis 2015 dans la santé animale et qui légifèrent et qui restreint fortement l'utilisation des antibiotiques en santé animale. Donc la seule opportunité thérapeutique qui pourrait être offerte dans ce cas-là, non, c'est interdit. Et si le vétérinaire le fait, il encourt des peines très lourdes avec de l'argent, des peines financières, mais aussi des peines de prison pour mise en danger de la santé publique. Et là, quand on dit ça à des étudiants vétérinaires de 3e année, je vous garantis qu'ils ne sont pas très fiers, et même très angoissés à l'idée d'aller exercer après. Pourquoi c'est interdit ? Eh bien parce qu'il y a une liste produite par un arrêté qui fixe l'ensemble des antibiotiques d'importance critique. Donc un antibiotique d'importance critique, c'est un antibiotique pour lequel c'est la seule solution pour traiter les pathologies liées à des bactéries multirésistantes. Donc, vu qu'on fait un mésusage depuis plusieurs années sur les antibiotiques et qu'on est en train de se dire que quand même c'est pas bien raisonnable, on s'est dit que ceux qui marchent encore, on va peut-être se les garder sous le coude. Donc on a fait cette liste. Mais ça a un impact fort sur la profession vétérinaire, puisque les antibiotiques de cette liste, qui sont des antibiotiques à usage humain, sont de facto interdits pour un usage en santé animale. Donc ils ne peuvent pas se rabattre sur d'autres antibiotiques. Dans ce cas-là, on a écrémé toutes les possibilités de l'arsenal thérapeutique vétérinaire et on n'a aucune possibilité d'aller piocher dans l'arsenal thérapeutique humain.
Voilà. Alors, pourquoi on a fait ça aussi ? Tout ça parce qu'on est maintenant au cœur du concept One Health. C'est vraiment ça qui définit le concept One Health, c'est cette mise en œuvre de restriction d'usage d'antibiotiques, c'est vraiment pour ce concept-là. Je vous ai remis à titre d'information la définition officielle du concept One Health, qui dit que c'est une approche intégrée, donc on prend en compte l'ensemble des personnes concernées par le sujet, qu'ils soient médecins, pharmaciens, vétérinaires, écologues et autres, pour réfléchir à faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé. Et c'est le message que porte l'établissement. Alors l'antibiorésistance, c'est un phénomène qui concerne du coup tout le monde. Les animaux, les êtres humains. Et le problème, et je ne vous ai pas fait un cours là non plus, mais la transmission de la résistance, elle n'a pas de frontières. Les bactéries, elles s'en moquent. D'infecter un être humain ou un chien ou un chat, c'est pareil pour elles. Du moment qu'elle vit bien et qu'elle est au chaud, pour peu qu'elle ait des copines et qu'elle puisse communiquer avec elles pour transmettre 2-3 gènes de résistance, c'est nickel. Donc à partir de ce principe-là, si on considère que l'antibiorésistance est un problème de santé One Health, du coup il faut mettre des règles du jeu. Et la profession vétérinaire est celle qui a des règles du jeu très strictes, en tout cas ces dernières années. La preuve, c'est que si on regarde ce qui a été fait au niveau institutionnel et gouvernemental en France, je parle, ça fait longtemps qu'on s'est aperçu, et M. Epaulard nous l'a bien redit, ça fait longtemps qu'on sait que ça génère des problèmes d'utiliser des antibiotiques. Et d'ailleurs, les premières personnes qui se sont vraiment aperçues et qui ont porté le message fortement au niveau du gouvernement, ce sont des urgentistes. Et à partir de là, c'est déclenché tout un tas d'événements et de production de recommandations d'utilisation des antibiotiques en médecine humaine, et en particulier dans les hôpitaux, mais ça s'est ouvert aussi auprès des médecins de ville. La santé animale, s'en est préoccupée un petit peu plus tard. Pour autant, pendant tout ce temps-là, on en a bien profité pour casser du sucre sur le dos des vétérinaires en disant « Vous utilisez trop d'antibiotiques, vous en mettez partout ». D'ailleurs, maintenant, quand vous achetez du jambon, il y a écrit « élevé sans antibiotiques ». Ça veut dire que l'animal n'a jamais été malade ? Je suis pas sûre. Bref. Du coup, en santé animale, tout de suite a été mis en place des plans qui s'appellent les plans éco-antibio, et desquels ont découlé des textes réglementaires fixant vraiment le cadre d'utilisation avec des amendes possibles. On est sous le coup de 3 textes, essentiellement, avec aussi des campagnes d'information du type « les antibiotiques, c'est pas automatique », qui se sont associées à tout ça. La réglementation, alors là je laisserai M. Epaulard peut-être répondre à la question, mais en santé humaine, je pense que le verrou réglementaire n'est pas encore totalement là. Je ne sais pas si c'est une opportunité, mais en tout cas ça met beaucoup de pression sur la prescription de ces médicaments. Je vous ai bien plombé, Allez, petit message positif, je passe sur un chat. Un petit chat, un persan, joli, Ce chat, il était âgé aussi, et les chats âgés, et surtout les persans, ils ont quand même pas mal de problèmes de santé, et lui, il est arrivé chez nous parce que il avait un problème d'infection urinaire. Et alors, le problème des infections urinaires, ça devient un problème vraiment important aussi en santé humaine, ceci dit. Il a 9 ans, il arrive, donc moi, qu'est-ce que je connais du chat ? Son antibiogramme. Voilà, c'est tout. Ah, là, les petits bonhommes sont verts, c'est mieux, ça rassure. Donc là, c'est un Escherichia coli. Alors les Escherichia coli, ça fait partie de la courbe, je ne sais plus laquelle de tout à l'heure, de quelle couleur elle était, mais en santé humaine, ça fait partie des bactéries pour lesquelles la résistance augmente beaucoup quand même. Donc on est très vigilants, nous aussi, de notre cas. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit ? Chic, j'ai beaucoup de choix, youpi ! Bon, évidemment, il faut réfléchir un petit peu pharmacologiquement et pharmacocinétiquement, mais bon, bref, on a du choix. Eh ben non, pas tant que ça. Parce que le réglementaire a dit non. Il y a des antibiotiques critiques vétérinaires, vous n'allez pas les utiliser, même si l'antibiogramme il dit que c'est possible. Si vous avez un autre antibiotique qui n'est pas classé critique, vous prenez celui-là. Et si vous ne le faites pas, je vous punis. Bon, je la fais courte, mais c'est ça. Donc là, on a un antibiogramme où ça va, mais on a quand même des contraintes. Et ça, c'est les dispositions qui existent en santé animale pour prescrire un antibiotique. Donc le message que je voulais vous donner au travers de ces 2 exemples, c'est l'antibiorésistance, ça existe chez les animaux, chez nos animaux domestiques. Ça peut se transmettre à l'homme, sans problème. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a transmis le premier à l'autre. Et
le vétérinaire est sous le coup de la réglementation pour préserver le bon usage des antibiotiques au maximum. Et c'est tout mon challenge de former notamment les étudiants à ça. Alors là, j'ai fait le premier volet de la conférence. Je vais aller un petit peu plus vite peut-être sur le deuxième, parce qu'il y a l'environnement là-dedans. Alors l'environnement, ça vient faire quoi là-dedans ? C'est quoi le problème ? C'est que tout le monde, vous avez pris des antibiotiques, le chien en question, il a pris des antibiotiques, moi j'en peux en prendre aussi, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après ? À un moment donné, ils se retrouvent dans l'environnement. Et le problème, c'est que s'ils se retrouvent de façon active, en ayant conservé leur activité antibactérienne, il va rencontrer la bataille qui se passe dans la pelouse. Et là, c'est encore un autre souci, parce que les bactéries qui sont dans la pelouse, qui n'avaient rien demandé, elles sont chatouillées par des antibiotiques. Et donc, elles vont se défendre. Donc, je me suis amusée à essayer de faire un petit schéma récapitulatif de comment ça se passe dans l'environnement, enfin, d'où ça vient, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai volontairement mis médicaments, hein, j'ai pas mis antibiotiques, parce que c'est valable pour tout. Mais le problème, c'est que pour les antibiotiques, ça a des conséquences autres. Donc tout le monde, là, s'il n'y a pas du One Health, je ne sais pas quoi faire, quoi. Il y a l'homme, il y a toutes les espèces animales, et tous, à un moment donné, par nos effluents, on va contaminer l'environnement avec des molécules potentiellement actives qui auront un impact sur la flore microbienne de l'environnement. Bon, peut-être que vous êtes en train de me dire, mais il n'y a qu'à s'en débarrasser, hein. C'est possible ? Non. C'est pas tellement possible. On n'a aucune méthode vraiment efficace qui permet de s'assurer qu'on est capable d'enlever de tous les effluents des antibiotiques. Donc il en restera toujours des traces. Le problème aussi, c'est que on peut se dire, plus un antibiotique reste longtemps dans l'environnement, plus il y a de chances qu'il sélectionne de la résistance, etc. Non, même pas. Un antibiotique qui pourrait s'y retrouver de façon très très courte peut être très sélectionnant de résistance. Donc il n'y a aucune corrélation entre le temps, la concentration, et le temps et la concentration, point. Donc difficile d'appréhender le risque de sélection de résistance dans l'environnement. Donc qu'est-ce qui se passe pour les animaux en particulier ? Le problème, et c'est ce sur quoi on pointe du doigt, c'est la quantité émise d'antibiotiques par nos animaux d'élevage en particulier, puisque du fait qu'ils sont très nombreux et qu'on en utilise des quantités plus importantes parce qu'ils sont plus gros, il y en a beaucoup plus qui sont relargués dans l'environnement. Le problème, c'est que quand ils sont relargués dans les matières fécales, on utilise le fumier et on épand le fumier sur la terre. Donc ces antibiotiques, ils se retrouvent là, à très faible dose. Les bactéries qui voient ces antibiotiques-là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se marrent, parce qu'elles sont pas, la concentration n'est pas super efficace, donc elles ont tout le temps de développer des résistances. Et en croisant une autre copine, elles vont échanger des résistances. Et la boucle est bouclée, et l'animal va se re-exposer à des bactéries, etc. L'eau est aussi un vecteur très important de mécanismes de résistance par la présence de résidus d'antibiotiques. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais essayer de faire court. Il y a beaucoup d'études qui se penchent sur la question, mais comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc voilà, j'ai recensé que des grands messages, mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve des antibiotiques actifs dans les fumiers. Ça, c'est certain. On ne sait pas combien de temps ils y restent. On a du mal à évaluer leur stabilité. Parfois, il y a des concentrations très importantes, surtout quand on utilise des antibiotiques par voie orale. Puisque de facto, s'ils sont éliminés beaucoup par voie fécale, du coup, on va les retrouver en grande quantité. On sait que aussi, ça peut avoir un impact sur les végétaux. On n'en avait pas parlé jusque-là, mais on peut retrouver des effets des antibiotiques au niveau des végétaux. Alors moi, je ne suis pas une agronome, mais j'ai des collègues certainement qui pourront s'en préoccuper. On trouve des gènes de résistance dans le sol, les racines et les parties aériennes de plantes. Et puis la dernière chose, là j'ai rajouté la dimension humaine avec tous nos effluents issus des hôpitaux qui partent dans la nature. Voilà, c'est pas très positif tout ça. Donc le message que je vous donne en partant, c'est que même en santé animale, on peut se retrouver dans des situations dramatiques. Sauf que la différence, peut-être, c'est que la question de l'euthanasie se pose maintenant chez les animaux qu'on ne peut pas traiter. Très difficile d'appréhender un propriétaire et de lui dire « je ne peux pas traiter votre animal, je n'ai pas d'antibiotiques ». Et quand on a un antibiogramme comme celui que je vous ai présenté au début, le propriétaire qui voit cet antibiogramme et qui dit « mais monsieur, vous avez la rifampicine, pourquoi vous ne traitez pas mon animal ?» Et la réponse, comment on la formule ?
On lui dit quoi? La réponse a été très brutale de la personne. Elle a dit « mais moi je ferai tout ce que je pourrais pour avoir la RIF en piscine, quitte à se mettre dans l'illégalité ». Difficile de conclure sur ça. Voilà, je vous remercie.